Alors, je vais vous proposer quelques définitions de la nation, du peuple, de la source de sa souveraineté, et ensuite aborder au travers du conflit ukrainien, puisque on a parlé de vente d'armes et de conflit, comment cette souveraineté a été mise à l'épreuve dans une période extrêmement récente, entre 2014 et aujourd'hui. Parce que le déroulé n'est pas innocent, y compris quand notre président commence à cogner contre des sacs de frappe. Qu'est-ce que la nation? C'est une proposition. La nation, c'est le peuple à l'intérieur des frontières déterminées par l'histoire. Donc la nation, c'est un construit historique. Qu'est-ce que c'est que le peuple? Le peuple, c'est l'assemblée universelle des citoyens dotés de droits politiques. Donc le peuple est un corps politique. Mais ces droits politiques, il l'exerce comment? Par quel intermédiaire? Le citoyen, puisque c'est nous les citoyens. Au travers de la liberté d'expression et donc de la liberté de conscience. La liberté de conscience n'est pas simplement prise dans la définition que je vous propose comme un simple choix du culte. Elle est prise comme une émancipation. C'est une liberté de conscience élargie. Parce qu'effectivement, sans liberté de conscience, il ne peut pas y avoir de liberté d'expression. Donc la question laïque est essentielle aujourd'hui, si on veut redéfinir la citoyenneté pour éviter justement que le peuple disparaisse. Le peuple n'est pas l'opinion. Ensuite, quelle est la source de la souveraineté du peuple? La source de la souveraineté du peuple, c'est qu'il peut choisir son destin collectif. Lorsqu'il ne peut plus le choisir, alors il n'est plus souverain. Il n'y a pas... C'est très simple. Lorsque vous avez simplement le choix de ne pas choisir, vous n'êtes pas libre. Donc vous ne choisissez pas votre destin. Mais on le verra tout à l'heure au travers du conflit que je vais exposer. Donc, un certain nombre de personnes aujourd'hui disent oui, il y a une notion culturelle dans le peuple. Bah, non. Parce que la culture est elle-même un construit historique. Si je prends par exemple la langue, vous avez ce célèbre rapport de l'abbé Grégoire qui rappelait que les 42 patois en France, il fallait les substituer par la langue nationale. Donc la langue est un construit historique. Nous avons appris à parler français. Et la première guerre de l'école publique laïque, elle a été faite contre les patois. Donc la langue est un construit, comme la culture est un construit. Nous n'aurions pas la même appréhension des vacances s'il n'y avait pas eu les congés payés. Notre esprit est façonné par la culture. Et la culture est façonnée par l'histoire. Donc, si aujourd'hui on essaye de mettre des champs culturels en disant qu'ils sont innés, il y a un problème. Il y a un problème vis-à-vis de la définition de la citoyenneté et du construit historique de la citoyenneté. Une fois qu'on a dit ça, on peut s'interroger sur la question ukrainienne. On va rappeler des faits. Le fait est que le déclencheur de la guerre, si on observe les faits, ce n'est pas l'OTAN. C'est l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Et le désaccord qu'il y a eu
à l'intérieur d'Ukraine entre ceux qui étaient pour un accord tripartite et ceux qui étaient pour un accord d'association avec l'Union européenne. C'est ça l'élément déclencheur. Ça n'est pas des histoires, oui, on peut y mettre des histoires géopolitiques derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer que, ben oui, on comprend pourquoi les Américains n'étaient pas aux négociations de Minsk. On le comprend. Ben oui, ils n'avaient rien à y voir. Or, si l'OTAN avait été impliquée, je pense que nous aurions vu les négociateurs américains de plein pied dans les accords et dans la soumission des accords de Minsk, qui n'ont pas fonctionné d'ailleurs. Qui n'ont absolument pas fonctionné. Et ce qui est intéressant dans le déroulé des faits, toujours les faits, c'est que lorsque vous regardez la réaction des diplomates russes, il vous dit quasiment 10 jours avant l'envahissement de l'Ukraine, de la Crimée, qui était le premier élément de la guerre en Ukraine, nous espérons que vous respecterez l'accord que nous avons passé. Cet accord, c'était un gouvernement d'union nationale en Ukraine, réunissant toutes les composantes. Parce que ce qu'on a oublié dans l'histoire, c'est qu'effectivement, il y avait une composante pro-européenne, mais qu'il y avait aussi une composante pro-russe à l'époque. Et donc, tous ces éléments-là, en avez-vous débattu? Ben non. Par contre, vous avez validé, en 2015, au travers de vos représentants, l'accord d'association à l'Ukraine. 14 députés. Mais cet accord d'association à l'Ukraine, il nous engage. Nous sommes d'accord. Il nous engage, d'une part, parce que nous avons amplifié l'ouverture du marché européen. Et quand nous avons ouvert cet accord d'association, il s'agissait de récupérer la puissance de l'agriculture ukrainienne, tout de même, que Poutine s'est empressé de détruire, d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette destruction a été profitable à l'agriculture russe, en plus. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Quant à faire des dégâts, autant les faire de manière intelligente. Mais, fondamentalement, nous n'avons rien décidé. Nous n'avons rien décidé alors qu'aujourd'hui, nous parlons d'envoyer l'armée française en Ukraine. Mais il y a une vraie différence entre envoyer des armes, bon, ce qui peut être contestable, mais qui reste tout de même assez commercial, et envoyer l'armée. Envoyer l'armée, c'est pas envoyer des armes. Envoyer l'armée, c'est s'engager. C'est être co-belligérant. Ça n'a absolument plus rien à voir. Et ce n'est pas un jeu où on s'amuse à taper contre un sac de frappe. Parce qu'un sac de frappe, comme disait Bruce Lee, ça ne rend pas les coups. Mais ce n'est pas neutre. Et parce que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu parce que il y a des morts, il y a des milliers de morts, et que le débat est parfaitement tronqué. Le débat est parfaitement tronqué parce qu'on veut nous faire adhérer à la ligne du soutien inconditionnel à l'Ukraine. Et aujourd'hui, le citoyen est absent, l'opinion est partout. Mais c'est quoi l'opinion? C'est quoi l'opinion? C'est la représentation que les médias ont de la vie de chacun. Oui, mais c'est une représentation. Est-ce qu'on vous a interrogé? Est-ce qu'on vous a proposé de débattre? Non. Alors, la véritable question, c'est va-t-on continuer comme ça?
Parce que, quand même, l'Europe qu'on nous avait promise, de la paix, du social, de l'harmonie entre les peuples. D'ailleurs, il y a tellement d'harmonie entre les peuples en Europe qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne, quand même. Hein, il y a tellement de dissensions entre les peuples qui ne sont même pas interrogés que, de toute façon, il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne. Parce qu'il n'y a pas de peuple européen, tout simplement. Un peuple, c'est un construit historique. Est-ce que l'Europe qui s'est construite a concerné les peuples? Est-ce qu'elle les a fait fusionner? Est-ce qu'elle a construit une histoire commune? Ben non, elle a construit un marché commun. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Donc, il y a deux manières de raisonner. Il n'y a pas d'alternative, pour reprendre un certain nombre de propos thatchériens. Soit on fait confiance à des gens qui nous gouvernent depuis maintenant 40 ans et qui ont construit le marché unique européen et qui effectivement ont un projet de fédéralisme européen et qui effectivement leur objet c'est, bah oui, on met en place des institutions et la représentation de ces institutions. Soit on se dit, on essaye de reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir, c'est d'abord de se reconstituer en tant que peuple. Se reconstituer en tant que peuple, c'est d'abord de se rappeler que le premier constituant, c'est le peuple. Et c'est à partir de la nation que je vous ai défini qu'il faut reconquérir cette citoyenneté. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, elle est menacée. Elle est menacée de partout. Donc, c'est peut-être au travers de ce projet que nous pourrions construire quelque chose ensemble. Merci, Michel.